Au milieu de toutes ces réjouissances, Aslan disparut en silence. Et lorsque les rois et les reines remarquèrent qu'il n'était plus là, ils ne dirent rien. Car M. Castor les avait avertis. Il viendra et il partira, avait-il dit. Un jour vous le verrez, et un autre jour vous ne le verrez pas. Il n'aime pas les entraves, et bien entendu, il doit s'occuper d'autres pays. C'est très bien comme cela. Il viendra souvent, mais vous ne devez pas le harceler. Il est sauvage, vous savez. Ce n'est pas comme un lion apprivoisé. Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Lola. Bonjour Anna. On se retrouve pour ce dernier chapitre du Lion, de la Sorcière Blanche et de l'Armoire Magique. Au chapitre précédent, on a vu Aslan qui dépétrifiait les statues dans la cour de la maison de la Sorcière Blanche et la bataille contre la Sorcière Blanche et son armée. Et là, nous vivons la fin de cette bataille très rapidement clôturée. Chapitre 17, la chasse au cerf blanc. Une fois que la sorcière est morte, la bataille s'achève rapidement. Peter raconte comment Edmund a détruit la baguette de la sorcière pour l'affaiblir. Toutefois, il a été mortellement blessé lors de l'attaque. Lucy verse quelques gouttes de cordial magique dans la bouche de son frère. Lorsqu'elle revient après avoir soigné d'autres blessés, Edmund est complètement rétabli. Aslan le nomme chevalier. Il couronne les enfants, qui deviennent rois et reines de Narnia, puis il disparaît. Les enfants règnent longtemps. Ils promulguent des lois justes et maintiennent la paix et l'harmonie à Narnia. Ils deviennent adultes. Un jour, ils se lancent à la poursuite du cerf blanc qui exauce les souhaits de quiconque l'attrape et sont attirés dans le bois du réverbère. Ils sont troublés sans savoir pourquoi. Ils continuent à avancer et tout à coup, ils sortent de l'armoire. Ils sont redevenus des enfants et la gouvernante est toujours dans le couloir. Ils racontent toute l'histoire au professeur, qui leur dit qu'ils retourneront un jour à Narnia, mais pas par l'armoire. Il suggère qu'ils y vivront d'autres aventures. Ce qui me marque dans ce chapitre, c'est la première phrase. La bataille fut terminée quelques minutes après leur arrivée. Alors évidemment, c'est pas le cas dans le film, mais parce que dans un film de fantasy, un film épique, c'est difficile de réduire la bataille à quelques minutes. D'ailleurs, visuellement, elle est assez impressionnante, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai. Mais je me suis dit qu'après ce podcast, je me referais le premier film pour l'avoir vraiment en tête et peut-être que je serais déçue par la CGI, mais j'en ai des bons souvenirs. Ici, je vais utiliser une expression suisse, la guerre est poutsée en quelques minutes. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas l'essentiel. La guerre ne s'est pas gagnée sur le champ de bataille, elle s'est réellement gagnée lorsque Aslan s'est sacrifié. Et au fond, c'est très biblique. Donc, en tant que pasteur, ça me plaît beaucoup l'idée que l'essentiel, le gros du travail, le plus important, ça a été le sacrifice de l'innocent pour les coupables. Et c'est ça qui fait que la bataille est gagnée ou perdue. Tout à fait vrai. Alors moi, je vais redescendre un petit peu sur terre après ces considérations très intéressantes. Il y a quelque chose qui m'a un petit peu choquée, moi, c'est l'image de Peter et Aslan qui se serrent la main, nous dit le texte. Alors moi, ça passe pas trop, et je me suis dit que ça faisait peut-être partie de ces phrases que Lewis aurait modifiées s'il avait eu le temps, avant sa mort. On en a déjà parlé dans un épisode précédent, il y avait des choses qu'il voulait modifier, puis il n'a pas eu le temps. Et personnellement, moi, l'idée de Peter et Aslan qui se serrent la main, déjà, Aslan n'a pas de main, et non, je le vois pas. Et d'ailleurs, on parle pas souvent des illustrations, on en a parlé un petit peu au début, et dans l'ensemble, Lola, toi en particulier, tu les aimes beaucoup, et moi je les aime bien aussi, mais il y a une illustration que je n'aime pas du tout, et j'en ai pas parlé quand on était dans le chapitre 13, mais je vais la mentionner maintenant parce que ça va un petit peu dans la même... c'est un petit peu la même idée. C'est une image qui se trouve donc à la fin du chapitre 13, et on voit Aslan et la sorcière blanche de dos
en train de discuter. Et Aslan se tient sur ses pattes de derrière. Et je trouve que cette image ne fonctionne pas du tout. Et je trouve que Aslan a l'air un peu ridicule sur cette image. Alors ça n'engage que moi, mais en plus, il se trouve que Lewis ne voulait pas que les histoires de Narnia soient portées à l'écran. Il l'a écrit dans des lettres, parce que justement, il avait peur que les animaux parlants, et en particulier Aslan, ne soient pas représentés de façon convaincante à cause des moyens techniques limités de l'époque. Et dans une lettre qui date de 1959, il a carrément utilisé les termes bouffonnerie et cauchemar pour décrire ce qu'il imaginait si jamais un jour on racontait cette histoire à la télévision et qu'on représentait les animaux parlants et Aslan avec des humains déguisés en animaux. Je suis d'accord avec toi, c'est pas l'image que je préfère, celle du chapitre 13. Je comprends ce que ça te fait, moi ça m'a fait un peu pareil. Ce qui me perturbe aussi, c'est quand c'est noté qu'il tape dans les pattes. Il y a une ou deux fois dans le texte où Oui, du pareil, coup, c'est pareil. je me dis, est-ce qu'il s'assied? Pareil. Est-ce qu'il se met debout? Enfin, je comprends pas la physique derrière un félin qui arrive à taper des pattes avant. Ouais. Donc, je suis d'accord avec toi, Ouais. c'est quelque chose qui est pas évident. Tu penses que Lewis aurait apprécié la mise à l'écran des films qui sont sortis dans les années 2000? Alors, oui, justement, il y a eu pas mal de versions, hein. Il y en a peut-être eu 4 en tout, je crois. Alors, il y en a certaines qui sont plus trop disponibles, mais il y en a une qui a été en 1967 que Lewis aurait sûrement détesté parce que justement, tous les animaux parlants sont, et y compris Aslan, sont on voit clairement que ce sont des hommes qui portent des costumes d'animaux, hein, et moi, pour moi, ça passe pas du tout. Alors après, il y a eu une version en 1988 où c'était le cas pour les castors, etc. Par contre, Aslan, ils l'ont mis quand même à 4 pattes. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il ressemble à une grosse peluche. Il n'est pas très convaincant pour moi. En revanche, je suis beaucoup plus enthousiaste par rapport au film de 2005. Et là, je pense que Lewis lui-même aurait été d'accord parce que les moyens techniques ont beaucoup évolué. Et là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que Aslan, il est convaincant dans le film de 2005. Hein, ça passe, il n'y a pas de souci. Hein, ouais. Ah oui, il est complètement convaincant. Si vous passez une mauvaise journée, je vous invite à taper sur Google Narnia 1967, parce que autant c'est pas majestueux, mais alors qu'est-ce que c'est drôle. Là, j'ai les images sous les yeux et... Ah ouais, non, c'est affreux. Ah ouais, ça a mal vieilli, quoi. Mais Ouais, tout a mal ouais. vieilli, c'est ça qui est assez extraordinaire. En tout cas, les images sur Google, il n'y a pas grand-chose à garder, mais voilà, donc Non. vraiment, si vous avez besoin de Ouais. rire un coup, c'est un rire facile. Alors celui de 1988 a quand même un gros avantage, il était à la BBC et donc c'était en épisode et donc il est très long et il a un avantage, c'est que le texte est super bien respecté. Donc si vous aimez le texte, bon, après il faut comprendre l'anglais, je pense pas qu'il soit traduit en français, mais le texte est bien respecté. Mais en revanche, moi je trouve que on a du mal, enfin en particulier Aslan, mais même les castors, on a du mal quand même. Enfin moi Ah ouais, là j'ai j'ai le visuel des castors. Ouais, ça passe pas trop. Je comprends ce qu'il veut dire dans l'idée cauchemardesque, Mm. parce que ça, c'est pas mignon, on va dire Ouais. ça, en tout cas c'est pas mignon. Et puis il y a quelques effets spéciaux qui sont affreux vers la fin, là, justement pour montrer les personnages méchants de la sorcière, et puis aussi pour montrer les licornes, etc., les chevaux volants et tout. Oh là 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 là, mais c'est horrible, quoi. On a fait des progrès immenses depuis dans ce domaine-là. Bref, il y a un aspect, alors je vais redevenir un peu plus sérieuse, hein, il y a un aspect qui est intéressant ici, c'est que je crois que c'est Lucie qui dit que, oui c'est elle, qui dit que Peter a l'air beaucoup plus âgé suite à cette bataille. Et donc c'est l'idée que les épreuves font mûrir. Et c'est intéressant parce que lui qui était tout tremblant et en larmes après avoir tué son premier loup, ici, à la fin du chapitre précédent, Lucie dit que Peter se bat tellement vite contre la sorcière qu'elle a l'impression qu'il a 3 épées. Donc il a fait des progrès énormes, hein, il a vraiment mûri, il a appris plein de choses. Alors c'est pas du tout réaliste bien sûr, mais il y a aussi quelque chose dans l'ère de Narnia qui fait grandir les enfants et qui fait mûrir les enfants plus rapidement. Ça c'est quelque chose qui sera mentionné dans le prochain livre, dans Le Prince Caspian.
Mais ce qu'on peut retenir, en tout cas, c'est l'idée que les épreuves font mûrir. Et je pense que c'est ce qui est souligné ici. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'aide à la temporalité dans Narnia. On a la temporalité des jours, dans le sens où on a des nuits, on a des matins, mais c'est très compliqué de mettre une temporalité sur les événements. C'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'on sait qu'on n'est pas du tout dans la même temporalité du monde des humains. Ils ont vécu, en tout cas des années, beaucoup beaucoup de temps. On voit qu'ils ont pris des habitudes, ils se souviennent plus de ce qui s'est passé au début du livre. Donc il y a eu du temps qui s'est écoulé et dans le monde des humains, dans le film, c'est quelques minutes et là, on a l'impression qu'il s'est pas du tout passé de temps. Mhm. Edmund, il prouve aussi qu'il a changé, on en a déjà parlé, hein. Là, il prouve qu'il a changé en participant vraiment très courageusement à la bataille et il joue un rôle stratégique, hein, puisque il détruit la baguette de la sorcière au lieu de s'attaquer directement à elle. Et c'est quelque chose que les autres n'avaient pas pensé à faire et ça permet de donner un avantage à son camp. Et puis on nous dit aussi qu'il affronte 3 ogres avant d'arriver à la sorcière. Donc voilà, il se bat courageusement, vraiment. On continue à avoir la preuve qu'il a vraiment changé. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a changé, mais il s'est transformé dans qui il est, mais il reste qui il est. Dans le sens où il est malin, il est intelligent. Au départ, il utilise son intelligence pour faire le mal, et ici, il utilise son intelligence pour faire le bien. Et encore une fois, on voit que Lewis écrit bien parce que on n'est pas dans une transformation incohérente du personnage où tout d'un coup il devient mielleux, à ne pas se méfier, à ne pas réfléchir, mais il met toutes ses spécificités au service d'Aslan et ça en devient des qualités. Et là, on voit un Edmund qui réfléchit pour le bien, qui va trouver la solution là où les autres ne la voyaient pas, et c'est beau de le voir évoluer, grandir et faire partie de ce groupe où, on en parlait l'épisode précédent, chacun met au service des autres ses dons et chacun fait confiance aux autres pour remplir les manquements qu'il a lui-même. Mhm. Ensuite, on a cet épisode de Lucie avec son cordial. Et donc Lucie donne son cordial magique à Edmund. Et ensuite, elle a envie de rester pour voir si ça va faire de l'effet. Et Aslan lui rappelle qu'il y a d'autres blessés. Et là, elle lui demande d'attendre. Et le texte dit un peu irrité. Et Aslan lui dit d'une voix très grave, d'autres sont sur le point de mourir. Est-ce que davantage de gens doivent mourir pour Edmund? Qu'est-ce que ça t'évoque, ce petit épisode? Je trouve ça très intéressant. C'est un peu un millefeuille. Je trouve qu'il y a différents aspects. Euh, Personnellement, je comprends Lucie. Elle a son frère, elle a eu peur pour lui. Il s'est passé beaucoup de choses les derniers chapitres. C'est normal qu'elle essaie de voir s'ils se rétablissent. Et je comprends le point de vue d'Aslan, mais qu'est-ce que je comprends le point de vue de Lucie de vouloir voir comment ça se passe d'être à ses côtés. On voit que Aslan s'est sacrifié pour Edmund. C'était le sacrifice suffisant. Et c'est assez intéressant. C'est une idée qu'on voit dans le Nouveau Testament. Le sacrifice de Jésus est suffisant. On ne peut pas rajouter à ce sacrifice. Il faut l'accepter et avoir l'humilité de voir qu'il est complet. On est un peu dans un cas différent, mais l'idée que le sacrifice d'Aslan, parce que c'est ce qui est sous-entendu, que Aslan s'est sacrifié pour lui, pas besoin d'autres sacrifices, est suffisant, il est complet, et on a à limiter les pertes des autres parce que le seul sacrifice utile a été fait. Mhm. Alors, c'est en fait le seul moment où on voit Lucie mal agir dans toute cette histoire. Et sur les 7 chroniques, il n'y a que 2 moments où on va la voir mal agir. Et en même temps, bon, comme tu dis, elle a des excuses, mais c'est quand même une mauvaise action ici. Et je pense que c'est important de montrer qu'elle est humaine, elle n'est pas parfaite, hein. Elle a aussi des moments de faiblesse et des moments de manquement. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la façon dont Aslan réagit. Il lui fait un semblant de reproche, c'est vrai, mais c'est un reproche qui va être sous forme de question. Et ça m'a fait penser à la façon dont Dieu s'adresse à Jonas dans l'Ancien Testament. Jonas était très en colère et Dieu, au lieu de lui dire arrête, tu fais n'importe quoi, il lui dit est-ce que tu fais bien de t'irriter? C'est très pédagogique cette façon de faire. Alors il y a autre chose aussi, il l'appelle à ce moment-là fille d'Ève.
Il dit fille d'Ève, d'autres sont sur le point de mourir. Alors qu'avant, il l'avait appelée Lucie. Et j'ai lu quelque part, dans un commentaire, que ça pouvait être une allusion au fait que Ève avait péché. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne explication. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'autres endroits où Aslan appelle les enfants filles d'Ève ou filles d'Adam, et il n'est pas question de péché. Donc moi, je ne l'interprète pas comme ça. Moi, je vois ça plutôt comme une façon plus solennelle de s'adresser à elle à ce moment-là. C'est moins intime, en fait. Moi, je la vois ouais. surtout, en effet, comme quelque chose de solennel, mais pour lui rappeler ses responsabilités. Voilà. On a vu qu'Adam et Ève, dans la Genèse, sont appelés à une responsabilité, à un gardiennage de la création. Et ici, c'est les seuls êtres humains, les quatre enfants. Et donc, ils ont une responsabilité envers les autres. En tant que descendante d'Ève, elle a la même responsabilité de gardiennage de la création, c'est-à-dire que la mort ne doit jamais être donnée gratuitement. Et elle a cette responsabilité qui lui est rappelée par ce titre. J'aurais pu imaginer gardienne de la création, responsable des choses qui t'entourent. Et pour moi, c'est vraiment ce rappel à l'ordre, en disant oui, Lucie, tu es la sœur d'Edmund, et ça se comprend que tu as envie d'être à ses côtés, mais tu as d'autres obligations envers ces créatures, et c'est à toi de prendre tes responsabilités. Il y a aussi une idée qui est très léwisienne, très, très importante chez Lewis ici, qu'on trouve. C'est l'idée qu'il faut être prêt à renoncer pour recevoir. C'est quelque chose dont il parle partout. Il en parle dans tout ce qu'il a écrit. Et ici, je la vois dans le fait que quand elle revient, donc elle est obligée de renoncer, elle est obligée de partir, d'aller soigner d'autres personnes. Mais quand elle revient, Edmund est guéri, et il est guéri non seulement physiquement, ce qu'elle attendait, mais il est aussi guéri psychologiquement. Je vais juste vous lire ce petit passage. Quand enfin elle eut la liberté de retourner voir Edmund, elle le trouva sur ses pieds, non seulement guéri de ses blessures, mais paraissant mieux qu'il ne l'avait été depuis des siècles. En réalité, depuis son premier trimestre dans cette horrible école où il avait commencé à s'engager sur le mauvais chemin. Il était redevenu lui-même et pouvait vous regarder dans les yeux. Alors d'ailleurs là, au passage, je vois une opposition avec la sorcière qui ne pouvait pas regarder Aslan dans les yeux. Et on voit que c'est un rétablissement qui a été progressif, de même que la descente vers le mal a été progressive. Et bien là aussi, il y a eu un rétablissement progressif. Il n'a pas été totalement rétabli après la conversation qu'il a eue avec Aslan quand il a été sauvé, quand il a été ramené au camp. Mais là, on arrive à l'aboutissement, on arrive au moment où il est complètement guéri. Et je trouve que c'est important aussi pour la vraisemblance du récit, le fait que quand on change, que ce soit en bien ou en mal, on ne change pas d'un seul coup, mais c'est quelque chose qui se fait progressivement. Oui, et là, il soulève une question qu'on a déjà abordée, mais que j'aimerais réaborder ici, c'est la question du mal. On comprend que c'est à cause d'une horrible école qu'il est devenu la personne qu'il était au départ dans le livre, cette personne un peu retors, un peu sadique, qui ne se battait pas forcément pour le bien, et ça nous pose la question de la responsabilité. Alors, la Bible explique parfois le mal, elle ne le justifie jamais, mais c'est intéressant de se poser la question à qui la faute? On entend souvent, pas tout le temps, mais souvent des histoires où des personnes qui ont fait des choses horribles, qui ont eu une enfance horrible, qui ont été eux-mêmes maltraités avant de maltraiter à leur tour. Jusqu'à où est-ce qu'on peut remonter le mal? La théologie dirait jusqu'à la chute en Genèse 3. Et ça appelle au pardon, cette explication du mal. Je trouve ça très intéressant. Chacun a sa responsabilité. Premièrement, cette idée annule la loi du talion. La loi du talion, c'est la loi de œil pour œil, dent pour dent. Cette idée que quelqu'un nous a fait du mal, on a le droit de lui redonner le même mal qu'il nous a donné, parce que sinon on s'en sort pas, on serait tous encore plus blessés. Mais l'idée de pardonner, de faire table rase du mal qui a été enfanté par d'autres actions du mal jusqu'à pouvoir remonter à l'aube de l'humanité. Je trouve que c'est intéressant, il ne s'est pas explicitement discuté dans le texte, il y reviendra pas, en tout cas pas dans ce chapitre, mais on voit qu'il en pense pas moins, et c'est très intéressant de se poser la question de l'origine du mal. On peut aussi se poser cette question dans Tactique du diable.
livre qu'on a déjà mentionné, et aussi dans Le Grand Divorce, entre le ciel et l'enfer. Il parle aussi de cet aspect du mal, jusqu'à où remonter dans le mal et jusqu'à où se murer dans le péché. C'est assez intéressant aussi, une chouette lecture. Mhm. Ensuite, on a une discussion entre les filles, entre Lucie et Suzanne. Elles se demandent si Edmund est au courant de ce qu'Aslan a fait pour lui, et elles sont pas d'accord parce que Lucie pense que Edmund devrait être informé et Suzanne pense que non. Donc là, on retrouve un aspect du caractère de Suzanne qu'on a déjà évoqué. Suzanne a le cœur tendre, elle n'aime pas voir les gens souffrir. On l'appellera Suzanne la douce quand elle sera reine. D'où sa réaction. Il ne doit pas le savoir, ce serait trop épouvantable pour lui. Mais Lucie, elle, ne change pas d'avis. Hein. Elle estime qu'il devrait le savoir. Alors, on ne sait pas s'il a été, on ne nous dit pas s'il a été mis au courant à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'il devrait être mis au courant ou pas? Moi, je pense qu'il est au courant. Je pense qu'il est au courant. Il y a des choses qui ne nous sont pas dites dans l'histoire. Il y a des dialogues où on sait pertinemment qu'on n'a pas toutes les informations. Aslan dit ouvertement devant Edmund, qui est certes mal en point, mais faudrait-il qu'il y ait d'autres personnes qui meurent pour lui, donc en tout cas c'est pas un secret de la part d'Aslan, peut-être que c'est une discrétion, mais en tout cas c'est pas un secret. Moi je pense qu'il le sait. Et on l'a vu, Edmund est intelligent. Pourquoi est-ce que la sorcière a renoncé à sa vie, lui qui était... pourquoi est-ce que la sorcière a renoncé à le tuer alors qu'elle était tellement enthousiaste à cette idée? Il a bien dû se douter qu'il y a eu un marché de conclu entre la sorcière blanche et Aslan. À mon avis, il le sait d'une manière ou d'une autre. Soit il le sait, soit il le devine, soit il lui a été dit dès le départ. Mais je ne pense pas que c'est un secret pour Edmund. Oui, alors déjà, effectivement, je suis d'accord avec toi. Hein, moi, si j'étais à la place de Peter et Edmund, je voudrais savoir ce qui s'est passé. Hein, on sait qu'Aslan a disparu, les filles ont disparu, et puis voilà, bah, on va demander aux filles de raconter leur part de l'histoire. Quoi. Nous, on est partis se battre. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là? Déjà, ça semble logique. Hein. Et puis, on a joué avec Aslan dans les herbes. C'est ça. Et puis bon, après, il y a plus tard dans d'autres livres, on a quand même alors je dirais pas une preuve, mais quand même, on a des allusions qui semblent montrer qu'il était au courant, notamment dans l'Odyssée du passeur d'aurore, où il va y avoir une conversation entre Edmund et un autre garçon. Et bon, je ne vais pas trop en parler pour ne pas spoiler, mais Edmund, enfin l'autre garçon se sent coupable et Edmund dit, tu sais, moi j'ai été pire que toi, j'ai été un traître. Hein, donc voilà, on peut penser que du coup, s'il dit ça, c'est que voilà, enfin, voilà, le fait qu'ils disent j'ai été pire que toi, voilà, ils mesurent la gravité de la chose. Bon, après, c'est pas une preuve formelle. Il y a autre chose, c'est dans Le Prince Caspian. Ils vont aller dans une espèce de tumulus où se trouve la table de pierre. Et il y a des... Alors, en tout cas, dans le film, je sais pas si tu te souviens, dans le deuxième film, eh bien, on voit toute une série de gravures autour de la table de pierre qui racontent toute l'histoire. Alors, dans le livre, ce n'est pas aussi explicite, mais on nous parle quand même de très vieilles gravures. On ne nous dit pas de quoi elles parlent. Mais bon, on peut imaginer que forcément, puisqu'il y a là la table de pierre, c'est le lieu de sacrifice d'Aslan, moi, ça me semble tout à fait logique ce qu'ont fait les créateurs du film de mettre sur ces gravures l'histoire. Voilà, ça me semble évident. Hein, donc, voilà. Et une autre chose qui n'est pas racontée dans le livre, cette fois-ci dans celui de l'armoire magique, mais que je trouve très intéressant, c'est que, je ne sais pas si tout le monde a remarqué, mais la sorcière, quand elle va en guerre, elle a une robe, enfin une armure faite avec la fourrure d'Aslan. Et elle porte cette fourrure qu'elle a découpée comme un habit de guerre. J'avais pas remarqué. Et ça, c'est assez j'avais finot. Pas remarqué. Ouais. Ah, je t'apprends quelque chose, je suis fière de moi. Bah si tu tapes sur Google sorcière blanche habit, c'est la crinière d'Aslan qu'elle porte comme pour le narguer, comme pour garder un peu de la puissance d'Aslan sur elle. Donc elle se moque de lui, mais elle est quand même bien contente d'utiliser sa fourrure pour se faire des cols. Donc oui, non, c'est très finot de la part de l'équipe costume du film, je trouve. Alors avant de passer à la suite de l'histoire, on a un moment très sympathique là où Aslan leur sert le thé
et tout apparaît miraculeusement. Là, il a rien, ça apparaît d'un seul coup. Donc bien sûr, ça fait penser à un miracle de Jésus, hein, qui est le miracle de la multiplication des pains, qui est raconté dans les évangiles, des pains et des poissons. Et il y a beaucoup de similarités entre les deux histoires. Dans les évangiles, on nous dit qu'ils sont loin de tout lieu habité et que c'est le soir et que tout le monde s'assoit sur l'herbe et qu'il y a beaucoup de nourriture, que Jésus fait une multiplication qui fait qu'à la fin, il reste 12 paniers de nourriture. Et là, on a les mêmes, un peu les mêmes éléments, hein. Ils sont aussi loin de tout lieu habité, c'est aussi le soir. Aslan les fait asseoir sur l'herbe, il fait surgir de la nourriture de nulle part. Et on nous dit aussi que c'est une bonne nourriture abondante. On nous parle d'un thé complet, magnifique. Alors bien sûr, en anglais, hein, tea, c'est pas comme juste le thé chez nous. Il s'agit de manger, c'est un repas. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup de similitudes entre les deux histoires. Je crois que c'est pas un hasard. Hein. Oui, en effet, encore une fois, un endroit où ça donne envie d'y être. Il faut préparer des fois quelques snacks quand on fait la lecture parce que ça donne un peu faim. Et évidemment, un joli écho à ces passages où Jésus nourrit à la fois spirituellement et physiquement la foule qui est autour de lui. Alors, Lewis n'oublie jamais qu'il écrit pour des enfants. Et il va parler aux enfants et puis au grand enfant qui est en lui quand il mentionne le lendemain le fait que avant ce moment très solennel où ils vont être couronnés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller à la plage et puis il va y avoir les mouettes et puis ils vont mettre les pieds dans le sable. Et voilà, c'est encore une fois les petites joies simples de la vie. Lewis aimait énormément la mer, Tolkien aussi. Et donc voilà, il offre ce petit moment au lecteur avant un autre moment qui va être évidemment très joyeux, mais aussi très solennel, qui va être celui du couronnement. C'est très intéressant cet équilibre entre laisser les enfants être des enfants et les appeler à grandir et à prendre leurs responsabilités. Et on oscille plusieurs fois, alors évidemment la sorcière blanche ne leur permet pas d'être des enfants, elle les traite comme des objets, comme des esclaves, et on a vu dans les différents chapitres parfois des moments où Aslan laissait les enfants être des enfants, il les laissait dormir, il les protégeait, et à d'autres moments il les emmène en bataille, il leur demande des responsabilités assez importantes, et là on voit encore une fois cet équilibre, à la fois leur proposer un moment joyeux, un moment décontracté, et à la fois les appeler à la responsabilité. Je trouve assez fin. Ça pourrait être remis en question, quel est le bon équilibre, mais en tout cas on voit celui que Lewis propose à ces moments-là. Ensuite vient le couronnement lui-même. Je ne sais pas si tu avais des remarques à faire par rapport au couronnement. Non, pas particulièrement. Je compare en tout cas les souvenirs que j'en ai du film avec ce qui se passe dans le livre. Dans le film, c'est Monsieur Tumnus qui les couronne et je trouve ça absolument adorable. Ici, c'est pas précisé. Et dans le livre, leurs titres ne leur sont pas donnés au moment du couronnement. Et ça, on va pouvoir peut-être en reparler après. Mais ici, il y a seulement le couronnement et les clameurs, vive le roi Peter, vive la reine Suzanne, vive le roi Edmund, vive la reine Lucie, encore une fois donné par ordre de naissance. Toi, t'as envie de dire quelque chose par rapport à ce couronnement ? Non, j'avais rien de particulier sur ce couronnement, juste peut-être cette formule, celui qui est une fois roi et reine à Narnia l'est pour toujours. Soyez-en digne, fils d'Adam, soyez-en digne, fille d'Ève, déclara Aslan. En général, c'est comme ça que ça fonctionne, la royauté. D'accord, ok. Donc c'est et c'est vrai que dans cette histoire, eh bien, chaque fois qu'ils vont revenir à Narnia, sauf au début du Prince Caspian, parce que à ce moment-là, il y a un usurpateur sur le trône, mais sinon, et malgré tout, même dans le Prince Caspian, ils vont quand même être reconnus en tant que roi et reine par les anciens les habitants de Narnia qui sont cachés dans les bois. Donc à chaque fois qu'ils vont revenir, ils vont être accueillis en tant que tels. Ils vont toujours garder cette royauté, et ça va du coup leur poser quand même des problèmes parce que quand ils vont revenir en Angleterre, évidemment, ils seront considérés comme des enfants et ça va créer quelques tensions. Mais on va pas en parler maintenant parce que ça, ce sera pour d'autres épisodes, d'autres saisons même. Rendez-vous en septembre. Voilà. Mais moi, je voulais parler du fait qu'Aslan part et la façon dont il est décrit ici. Je trouve que c'est très intéressant,
D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi cette citation pour la mettre au début. Hein, cette idée qu'il n'est pas un lion apprivoisé. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Oui, alors c'est un passage qui me marque énormément. Je vois ici les qualités de Lewis en tant qu'apologète. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. On ne peut pas mettre Aslan dans une boîte, dans une cage, lui apprendre à donner la patte, à s'y coucher. Ce n'est pas un animal de compagnie. Il n'est pas un lion apprivoisé. Et ça, c'est une vérité spirituelle qui est importante dans la Bible. L'idée que Dieu ne peut pas être mis dans une boîte et que Dieu ne fonctionne pas comme un distributeur où l'on peut mettre des bonnes actions ou des prières pour avoir ce que l'on souhaite, mais où on se met au service, qu'on a quelqu'un en face qui est bon, qui est la bonté incarnée, qui est l'amour incarné, qui est la justice incarnée, et on peut lui faire confiance, mais on n'est pas là pour lui donner des ordres et à ce qu'il réponde à nos désirs. Parfois il va le faire, mais c'est pas un droit, c'est un don. Et ici, on a exactement la même chose avec Aslan. Aslan aime ses enfants, ses rois et reines, mais il ne leur doit rien, dans le sens où ce n'est pas eux qui doivent diriger la vie d'Aslan, ils ne peuvent pas l'apprivoiser, c'est à Aslan de décider ce qu'il fait, quand il le fait. Et c'est extrêmement important, c'est une vérité dans Narnia qui fait écho à une vérité dans la Bible. Mhm. Et donc ensuite, les enfants commencent à régner et plus tard, ce sera décrit comme l'âge d'or de Narnia, cette période lorsqu'il règne. Et ici, effectivement, on nous dit qu'il y a la justice, il y a la paix. L'écologie est mentionnée aussi, on ne coupe pas les arbres inutilement. Et Lewis, c'est vrai, il avait un côté écolo avant l'heure. Il aimait pas qu'on fasse du mal à la nature de façon inutile. Et puis on nous mentionne aussi les géants méchants qui sont chassés vers le nord. Et d'ailleurs, on les retrouvera plus tard dans une autre histoire. Effectivement, ils seront installés dans le nord. J'ai une question pour toi. Oui, vas-y, vas-y. Il y a une phrase que j'ai trouvée très intéressante et j'aimerais avoir ton avis d'experte. Ils permirent aux jeunes nains et aux jeunes satyres de ne pas aller en classe. Qu'est-ce qui se passe, les rois et reines qui aident à sécher les cours? Alors, évidemment, on a déjà vu que, bon, d'une part, Lewis n'aimait pas beaucoup l'école lui-même, hein, et donc là, on a une petite pique à l'égard de l'école, alors, qui va plaire à certains enfants lecteurs, et ça va être un petit peu de l'humour, mais ça veut évidemment pas dire qu'il était contre l'éducation, hein, pas du tout. Simplement, il avait eu des expériences négatives, et donc, voilà, faut prendre ça au second degré, je pense, hein. Il y a aussi une petite pointe d'humour avec la phrase que j'aime beaucoup. Alors, en français, c'est « Ils s'opposèrent généralement aux fâcheux et aux importuns ». Bon, j'aime pas trop la façon dont c'est traduit. En anglais, c'est bien plus expressif. C'est « busybodies and interferers ». Donc, ceux qui se mêlent de ce qui les regarde pas. Hein, ils encouragèrent les gens simples qui voulaient vivre sans histoire. Et là, on retrouve une deuxième caractéristique de Lewis qu'on a déjà mentionnée. C'était un de ses souhaits personnels les plus importants, qu'on le laisse tranquille. Et c'était une des raisons pour lesquelles il détestait tant l'internat, la vie en collectivité, tout ça. Et c'est vraiment amusant de retrouver ces deux remarques au milieu d'un programme politique très sérieux, en fait. Et le contraste crée l'humour. Et bah, ça provoque le sourire, voilà, de la part du lecteur. Je pense que voilà, il faut le prendre comme ça. Oui, et après on parle de la vie politique des reines et des rois. Ils firent des visites officielles et ils reçurent en visite officielle eux-mêmes. On voit que Suzanne devient une femme tout à fait désirable de la part des rois et des princes environnants. Lucia aussi, mais par sa bonté, par ce qu'elle émane. Il y a quelque chose de très intéressant, je ne sais pas si tu as remarqué, toutes les deux, elles n'attirent pas la même population, les mêmes personnages. Est-ce que tu as remarqué cette différence? Oui, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. On nous dit les pays et les rois des pays situés au-delà des mers commencèrent à envoyer des ambassadeurs pour la demander en mariage. Ouais. Et quant à Lucie, elle était toujours gaie, avec ses boucles d'or, et tous les princes avoisinants souhaitaient qu'elle soit leur reine, et son peuple l'appelait la reine Lucie la Vaillante. C'est les rois qui veulent épouser Suzanne, et c'est les princes qui veulent épouser Lucie. Et on pourrait imaginer que les rois la désirent pour eux tout seuls, que ce soit un couple
privé, une représentation, elle est belle, on veut la reine du royaume d'à côté. Mais Lucie, alors, elle doit être évidemment très jolie, mais c'est les princes qui la souhaitent pour régner avec eux, pour avoir un peu de cette reine Lucie qui est vaillante, qui apporte tellement. Donc c'est assez intéressant, j'ai l'impression qu'il y a un mariage plus privé, l'autre qui serait plus public. Alors là, elles ne sont pas mariées, elles restent célibataires, mais c'est intéressant de voir en effet les foules qu'elles attirent. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Bah moi, j'avais une autre idée qui est complémentaire de la tienne, c'est qu'en fait, le fait que Suzanne attire les rois qui habitent loin, les rois lointains, alors que Lucie attire les princes du voisinage. Et je me suis dit, en fait, Suzanne, elle attire par sa beauté, voilà, il y a une réputation dans le monde entier, on parle de sa beauté, etc. Ça peut pas être son caractère, puisque c'est des gens qui habitent très très loin. Alors que Lucie, eh bien, c'est les princes du voisinage, ceux qui la connaissent. Donc elle, c'est plus le caractère, effectivement, même si, encore une fois, je ne pense pas qu'elle soit laide du tout, et on aura confirmation, encore une fois, dans une autre histoire qu'elle n'est pas laide. Mais du fait que c'est des princes du voisinage, eh ben, ils peuvent la connaître, donc ils savent ce qu'elle est, et j'ai pensé à ça aussi. Je pense que c'est complémentaire de ce que tu faisais remarquer. Bah heureusement qu'on est deux, hein. Ouais. Et après, j'aurais voulu qu'on parle un petit peu justement maintenant de leur titre. Ah oui, c'est la façon dont tu les appelles. Un sujet très intéressant. Depuis que j'ai vu le film jusqu'à aujourd'hui, je me demanderais si j'étais reine, donc c'est déjà un très grand si, quel serait le titre qu'on me donnerait. J'espère qu'un jour j'aurai la réponse, je ne pense pas, mais on peut toujours imaginer. Toi, tu sais comment tu aimerais être appelée si tu étais reine ? Pas du tout, pas du tout. Peut-être que nos auditeurs et auditrices savent quel serait leur titre de souverain. Mais par contre, ici, on retrouve vraiment des choses qu'on a déjà vues. On voit encore une fois que c'est pas des titres qui sont donnés par hasard, mais ça correspond vraiment à des choses qu'on a vues dès le début du livre. Alors, si vous vous souvenez, dans leur première conversation, ils parlaient chacun d'animaux qu'ils aimeraient rencontrer. Et là, on les retrouve, ces animaux, vraiment. Parce que donc Peter, c'est... comment on l'appelle, Peter ? En français ? Peter le Magnifique. Peter le Magnifique, donc c'est l'idée du... Qui fait écho aux cerfs. Voilà, exactement, l'idée qui fait écho à ces animaux royaux, les aigles, les cerfs, les faucons. Suzanne, la douce, donc on retrouve ce côté lapin. Le petit lapin le lapin, mignon. voilà, c'est ça. Alors Edmund devient grave et silencieux, et ça c'est sûrement en raison de son vécu. Il a vécu des choses graves, importantes, et donc il devient grave et silencieux. Et on l'appelle... Edmund le Juste. Le Juste, d'accord. Ok, donc voilà, il a été sensibilisé à la justice, et donc il va être juste. Et je pense que le fait qu'il soit grave et silencieux, ça véhicule aussi l'idée qu'il est sage. Et puis, comme tu l'as dit, alors son animal à l'époque c'était le renard. Et tu as fait remarquer très justement qu'il était donc rusé comme un renard, et que maintenant, ce côté rusé, eh bien, il l'utilise pour le bien, pour la justice, pour la sagesse. Et puis, Lucie, eh bien, on voit qu'elle est toujours courageuse et gaie en même temps. Et ça, c'est quelque chose... Lucie la vaillante, oui. Voilà, c'est ça. Elle est toujours caractérisée par ça depuis le début. Son animal, c'était le blaireau. J'ignorais les qualités vaillantes du blaireau. Donc là, pour Lucie, c'est là où on retrouve le moins de correspondance exacte, mais puisque le blaireau, c'était plutôt la fidélité, la persévérance. Mais ça peut aller un petit peu peut-être avec le courage. Oui, la persévérance et la vaillance, je trouve que ça peut aller ensemble. C'est pas exactement pareil, mais ça fonctionne. Le texte nous dit qu'elle garde ce côté toujours gai avec ses boucles d'or. On l'imagine toujours attachée à son côté enfantin, mais le meilleur du côté enfantin. Donc je trouve que l'idée du blaireau, cet animal assez gentil, assez ludique dans un certain angle, je trouve que ça fonctionne pour Lucie. Et encore une fois, on a ces titres qui sont donnés plus tard que dans le film. Je pense que le film aussi a profité d'une facilité scénaristique, puisqu'il y a beaucoup moins de scènes entre le couronnement et la fin de l'histoire. Là, on a plus de texte. Mais je trouve intéressant qu'ils n'aient pas tout de suite leur titre. On aurait pu justifier une manière de titre prophétique, qu'à se lancer comment ils vont grandir, qu'ils donnent un titre qui est en lien avec
avec ce qu'il a pu voir des différents enfants dans l'histoire précédemment. Ici, les titres ne sont pas donnés par Aslan, c'est le peuple qui les appelle ainsi. C'est une voix qui est passive. On les appelait, etc., etc. Et on l'appela le roi Peter le Magnifique. Quant à Lucie, son peuple l'appelait la reine Lucie la Vaillante. Donc on a une anonymisation de ceux qui donnent le titre, mais on voit qu'ils se révèlent dans qui ils sont. Et ça, je trouve très intéressant qu'on ne leur impose pas un carcan, que Aslan sait qu'ils vont être des rois et des reines de valeur, et tout ça se confirme avec le temps, avec les années en tout cas, et je trouve aussi très intéressant cette liberté qu'il leur laisse de ne pas leur imposer quelque chose dans la manière dont ils vont gérer, mais qu'il les laisse grandir dans leur identité. Mhm. Alors, ils grandissent et un beau jour, Monsieur Tumnus leur parle du cerf blanc qui exauce les souhaits lorsqu'on l'attrape et qui est revenu à Narnia. Et c'est une très jolie façon de terminer cette histoire, dans le sens que c'est Monsieur Tumnus qui avait parlé de ce cerf blanc tout au début du livre, lorsqu'il avait raconté l'histoire de ce cerf à Lucie, lorsqu'elle était chez lui pour prendre le thé, et c'est de nouveau lui qui en parle à la fin, et c'est une preuve supplémentaire que Narnia est redevenu comme avant. Le cerf revient à Narnia. C'est de nouveau un monde où la magie positive peut agir. La sorcière n'est absolument plus présente et n'a plus de pouvoir. C'est intéressant, j'ai de la peine à le voir d'un œil positif, ce cerf. Je sais que j'ai tort, mais je les trouve un peu présomptueux, presque un péché de gloutonnerie, dans le sens où on voit qu'il s'est passé beaucoup de choses, qu'ils gèrent bien leur royaume, qu'ils sont heureux, qu'ils sont épanouis, et je me demande qu'est-ce qu'ils pourraient leur demander à ce cerf. Quels sont le vœu qu'ils souhaitent leur demander? Est-ce qu'ils n'ont pas tout ce qu'ils souhaiteraient? Alors, figure-toi que j'ai lu quelque chose là-dessus, que j'ai trouvé intéressant. J'y avais pas pensé moi-même, mais j'ai lu chez un critique l'idée suivante. Ils auraient peut-être le désir inconscient de retourner chez eux. Et ce serait peut-être... alors, le désir inconscient de retourner chez eux, évidemment, ça peut sembler choquant parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent à Narnia, mais dans l'idée de revoir peut-être leurs parents et leurs amis. Et du coup, ce serait peut-être leur désir secret. Et en suivant ce cerf, finalement, c'est ce désir qui va être exaucé. Alors, je ne sais pas du tout si ça tient la route, mais j'ai trouvé cette idée en tout cas intéressante. Ah, je crois que je l'aime bien. Je peux comprendre que peut-être qu'ils avaient une certaine nostalgie. Il s'est passé tellement de choses. Et ils ont beaucoup d'inconnus sur comment ça s'est passé. Forcément que pour eux, le temps continue à tourner. C'est compliqué d'imaginer que le temps s'est figé. Comment vont leurs parents, comment va l'Angleterre après la guerre, enfin il peut y avoir beaucoup de questions tout à fait légitimes. Je crois que ça me convient comme réponse, bon, je crois que j'apprécie l'idée qu'ils ne sont pas ingrats de ce qu'ils ont, mais qu'au fond ils ont presque leur désir de rentrer chez eux et qu'ils soient en paix avec le fait qu'ils ont risqué leur situation actuelle pour pouvoir revenir dans le monde des humains. Puis quelque chose de très drôle, c'est qu'ils parlent chelou. C'est pas le terme scientifique, mais ils parlent de manière très élaborée. Je pense que Lewis s'est fait plaisir avec sa connaissance du Moyen-Âge. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour la petite anecdote, oui, pour la petite anecdote, donc lorsque la traduction française a été faite, la première traduction française a été faite 2 ans après, en 1952. Et l'éditeur français a envoyé un livre à Lewis pour qu'il le lise. Et il lisait parfaitement bien le français. Et donc, il a lu le livre. Et il a écrit dans une lettre j'aime beaucoup la traduction française. Et notamment, le traducteur s'est très très bien débrouillé. Lorsqu'il a traduit à la fin le style moyenâgeux dans lequel il s'exprime, il a bien réussi. Je suis content. Donc là, évidemment, il s'est fait plaisir. Il aimait énormément le Moyen-Âge. Et en même temps, je crois qu'il y a aussi quand même un but, hein. C'est pas seulement le fait qu'ils se fassent plaisir, quelque part ça leur donne un air noble et puis un peu exotique quelque part, et le contraste sera d'autant plus grand quand ils vont redevenir des enfants en culotte courte quelques instants plus tard. Je pense que ça met en exergue ce contraste. Ah oui, ça va faire mal, hein. Voilà, le retour, exactement. Il va être rude. Exactement. Alors juste avant qu'on parle du retour, il y a encore un petit clin d'œil au début de l'histoire avec le réverbère.
Et c'est particulièrement bien fait. Moi, j'aime énormément parce que, si tu te souviens, le réverbère, au début, maintenant, alors au début, c'était le seul élément familier que Lucie trouvait dans ce monde nouveau. Et là, c'est exactement le contraire. Maintenant, ce réverbère est devenu quelque chose d'exotique et ça renvoie à cette conversation avec Monsieur Tumnus et Lucie où tout était renversé, où Monsieur Tumnus voyait tout de façon exotique. Donc, je trouve ça très très bien fait. Le fait que là, il voit ce réverbère, il trouve que c'est complètement extraordinaire. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette chose? Voilà, c'est bien fait. Oui, encore une fois, ça me fait penser à quel point ça va être rude le retour. Mmh. Et quand ils voient ce réverbère, ils ont tous un pressentiment. Alors, comme d'habitude, Suzanne est tentée de reculer, hein, mais elle se range à l'avis général finalement. Il faut accepter les aventures. Et donc, ils y vont, ils avancent, et là, ils redeviennent des enfants. Dur, Ça dur. pique. Ça pique, comme tu dis. Ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'on ne parle pas du tout de leur réaction. Puisqu'ils semblent avoir oublié le réverbère, on peut imaginer que leurs souvenirs de ce qui s'est passé avant Narnia sont quand même assez poussiéreux. Oui, Et ça m'intrigue, ça me perturbe parce qu'il n'y a aucun mot qui nous explique comment est-ce qu'ils ont ressenti ce passage très abrupt au monde des humains. Est-ce que s'ils ont compris tout de suite où ils étaient? Est-ce qu'ils ont été désorientés? On nous en parle pas assez, je suis frustrée. J'aimerais bien un chapitre qui parle justement de ce retour qui doit être tellement violent. Ouais, ça m'intrigue. J'ai j'ai une frustration, j'ai un goût de trop peu. D'après ce que je comprends, en fait, autant à Narnia, ils avaient un peu oublié notre monde, mais autant là, quand ils reviennent, immédiatement, ils se souviennent de tout. En revanche, ils n'oublient pas ce qu'ils ont vécu à Narnia. Ça, c'est sympa, heureusement. Sinon, ce serait oui, quand même très heureusement, en triste. effet. Oui. Et donc, on termine avec le professeur qu'ils vont voir pour leur raconter l'histoire. Alors, c'est rigolo parce que la raison qu'ils donnent, c'est qu'il faut qu'ils expliquent pourquoi il manque 4 manteaux Oui, dans donc ils l'armoire. perdent pas le nord quand même. Ils ont Voilà. quand même des bonnes. Voilà. Ils ont une bonne mémoire quant à ce qui s'est passé au début. Et donc, le professeur, étonnamment, croit toute l'histoire. Et il va même faire des prédictions sur la suite. Il va leur dire vous y retournerez, mais vous ne passerez plus par l'armoire. Et il a tout à fait raison. En effet, ils retourneront à Narnia par différents moyens et ça va changer à chaque livre. Alors, il faut éviter la lassitude du lecteur. S'il rentrait à chaque fois par l'armoire, ce serait un petit peu ennuyeux. On a d'ailleurs la même chose dans Harry Potter, où il va jamais se rendre à Poudlard de la même façon, dans les 7 volumes. Et puis, d'autre part, ça montre aussi, encore une fois, qu'on ne peut pas choisir d'aller à Narnia parce qu'on l'a décidé. C'est Narnia qui vous invite et voilà. Et jamais ce sont eux qui vont dire on retourne à Narnia. Non, ils vont y aller à chaque fois guidés par une providence appelée par Aslan. Tout comme Aslan n'est pas un lion apprivoisé, Narnia n'est pas un monde apprivoisé non plus. Il y a quelque chose d'amusant dans ce qu'il dit là, parce que il dit alors ne parlez pas à Narnia des gens qui ne connaissent pas, mais vous allez voir, vous allez reconnaître les gens qui sont allés eux-mêmes à Narnia, parce qu'il y aura des paroles bizarres et même des regards. Et ça, je trouve ça très très amusant parce que pour moi, c'est une allusion à lui-même. Parce que lui-même, en fait, il va montrer par des paroles bizarres qu'il connaît Narnia, puisqu'il va prononcer ces paroles. Celui qui est une fois roi à Narnia l'est pour toujours. Comment il le sait s'il n'a pas été à Narnia? On va en découvrir un peu plus tard sur ce fameux professeur, non? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Mais ça, il faudra attendre quelques saisons de Derrière la porte de l'armoire. Et puis, un dernier petit clin d'œil, répétition de cette phrase qu'on a entendue plusieurs fois. Que leur enseigne-t-on dans ces écoles? Et donc, le livre se termine avec cette petite note d'humour. Enfin, se termine pas tout à fait avec cette petite note d'humour parce qu'il y a ensuite une fin ouverte, une suggestion que les aventures ne sont peut-être pas finies, pour donner envie de lire la suite. 6 suites il y a. Et puis en même temps, il laisse planer une petite incertitude. On ne sait pas, est-ce qu'il y aura une suite, est-ce qu'il n'y en aura pas? Il y a quand même un doute qui plane. Et puis voilà. Alors comme je vous l'ai déjà dit, quand il a commencé à écrire, Lewis ne pensait pas du tout écrire 7 volumes. Il avait l'idée d'écrire un volume. Mais
là, vers la fin, je crois que quand il écrivait ça, il commençait déjà à penser. Alors, il était parti sur 3 après. Hein, c'était parce que voilà, il aimait bien la symbolique des nombres. Hein, donc, au départ, c'était 1. Ensuite, c'était 3. Et puis après, il est passé directement à 7. Encore une fois, pour la symbolique. Oui, en effet, des chiffres importants dans la Bible. Dans la Bible dont il est beaucoup inspiré, comme on vous l'a amplement montré dans ce podcast. On termine ici Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique. On ne termine pas tout à fait la saison, puisqu'il y aura quelques épisodes supplémentaires pour vous faire patienter jusqu'à l'été. Et puis après, tout le monde part en vacances pour se retrouver en septembre pour Le Prince Caspian, pour la 2e saison de Derrière la porte de l'armoire. Rassurez-vous, on va pas changer le nom du podcast à chaque fois qu'on change de manière de rentrer à Narnia, mais on se réjouit beaucoup de cette future saison. On se réjouit aussi de terminer cette première saison avec vous, avec des formats un peu différents. On espère que cette première année vous a plu. On se réjouit d'avoir vos retours bienveillants et constructifs sur les réseaux et sur notre adresse email que vous aurez en fin de podcast. Et puis je voudrais en profiter pour faire quelques remerciements. Alors déjà, je voudrais te remercier, toi, Lula, d'avoir vécu cette aventure avec moi, cette première saison. Et puis voilà, je me réjouis d'en vivre une deuxième. Et puis, je voudrais aussi remercier nos super monteurs qui font un travail absolument génial. Et sans eux, on serait bien mal. Donc, merci beaucoup à nos monteurs, Benjamin et Quentin. Et un grand merci à toi, Anna, d'avoir pensé ce projet, de l'avoir mené. On se réjouit de découvrir la suite. En effet, un grand merci à nos monteurs qui font un travail monumental. On a tout le fun et ils ont tous les côtés difficiles à faire, donc vraiment un grand merci à eux. Et puis un merci à vous, évidemment. Un merci à vous de nous écouter, épisode après épisode. On est très heureux de vous partager nos réflexions, nos pensées sur le monde merveilleux de C.S. Lewis. À très bientôt. À très bientôt. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure Derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Audible, YouTube et Amazon Music, ainsi que sur Instagram, Derrière la porte de l'armoire tout attaché et sans accent, et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur derrière-la-porte-de-l'armoire@gmail.com, tout attaché, sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.